Après l'évaluation de l'utilisabilité, il est nécessaire d'évaluer l'utilité du système. Rappelons que l'utilité est l'adéquation entre les fonctions fournies par le système et celles nécessaires à l'utilisateur pour atteindre les objectifs de haut niveau du client. Classiquement, l'évaluation de l'utilité consiste à observer si l'utilisateur est capable d'accomplir sa tâche à partir des fonctionnalités du système. Pour cela, il est nécessaire de bien formaliser la tâche que l'utilisateur doit accomplir. Dans le cadre des EIAH, l'objectif à atteindre comporte deux niveaux. L'apprentissage spécifiquement de la discipline enseignée et non de la manipulation du système, et la réalisation de tâches proposées par ce système, que ce soit résolution de problèmes, recherche d'informations, simulation, etc. Et même si ces niveaux sont connectés, il n'y a pas de lien direct entre la réalisation de la tâche et l'apprentissage effectif. Un échec dans la réalisation de la tâche peut, dans certaines conditions, être bénéfique pour l'apprentissage. En effet, évaluer l'utilité d'un EIAH ne consiste donc pas seulement à vérifier si l'utilisateur peut réaliser la tâche qu'il souhaite faire, mais aussi à évaluer l'objectif de plus haut niveau qu'est l'apprentissage. Ceci nécessite des techniques spécifiques issues de différentes disciplines dont l'objet d'étude est l'apprentissage. Dans la suite de cette vidéo, nous présentons des méthodes qui peuvent être utilisées pour évaluer l'apprentissage et nous montrons comment elles peuvent être associées pour évaluer un EIAH donné. Comme on a dit, il existe de nombreuses méthodes pour évaluer l'apprentissage. Ces méthodes issues de techniques non spécifiques aux EIAH ont été adaptées pour évaluer de tels systèmes. Commençons par les méthodes quantitatives. Alors ces méthodes visent à mesurer de manière objective l'impact d'un dispositif sur l'apprentissage. Elles comportent la méthode comparative, développée par la psychologie cognitive et souvent utilisée pour évaluer les EIAH. Elle consiste à comparer l'effet de plusieurs situations sur l'apprentissage qui en résultent. Cette méthode nécessite d'avoir des hypothèses précisément définies à tester. Tricot et Lafontaine en rappellent le principe général. Prescrire une tâche en rapport avec l'apprentissage visé pour évaluer l'état des connaissances du participant. Faire ensuite apprendre à l'apprenant ce que l'on veut lui faire apprendre, dans notre cas au travers de l'utilisation de l'EIAH. Et enfin prescrire une seconde tâche analogue à la première. S'il y a une différence positive de performance entre les deux tâches, on considère alors que le sujet a appris quelque chose. Pour vérifier que la différence obtenue est bien due à la phase d'apprentissage, c'est-à-dire à l'utilisation de l'EIAH, on utilise généralement une condition contrôle dans laquelle les participants font exactement la même chose, sauf ce qui est évalué. Pour que cette évaluation soit valide, on prend la précaution de présenter dans la condition contrôle et dans la condition testée les mêmes contenus, la même démarche, pendant le même temps, avec le même environnement, la même consigne, etc. Une difficulté de cette méthode réside dans le choix de la condition contrôle. Faut-il comparer le EIAH à un enseignement oral, à un autre système, à une version tronquée de l'EIAH testé? Mais, malgré cette difficulté, cette méthode permet d'observer le résultat d'un changement dû au système et d'inférer les connaissances acquises par l'apprenant avec un certain degré de généralité. Toutefois, il ne permet pas de comprendre ce qui se passe au cours de l'apprentissage ou au cours de l'utilisation du dispositif de formation. On a même l'analyse microgénétique. Cette méthode qui a été développée et utilisée en psychologie développementale pour favoriser une compréhension de l'évolution des connaissances de l'apprenant en relevant de nombreux échantillons de la pensée des apprenants au fur et à mesure qu'elle évolue. Cette méthode consiste à faire passer des tests de manière intensive au cours de la période d'apprentissage et pour chaque apprenant à analyser très finement les réponses, essai par essai. Les différentes stratégies utilisables pour répondre ayant été identifiées au préalable. Cette méthode demande beaucoup de temps, mais elle permet d'obtenir des résultats fins qui peuvent faciliter la compréhension de l'évolution des connaissances. D'autres méthodes dites en ligne permettent de savoir ce que fait l'apprenant au cours de l'activité proposée.
c'est-à-dire au cours de l'utilisation du logiciel. Ces méthodes sont pour la plupart issues de recherches en compréhension de texte. Elles permettent essentiellement d'identifier sur quels éléments l'apprenant a focalisé son attention. Ces méthodes sont donc tout à fait intéressantes pour l'étude des processus attentionnels de l'apprenant au cours de la tâche, particulièrement dans les hypermédias, mais offrent peu d'informations sur les processus d'apprentissage mis en œuvre. D'autres méthodes de recueil, s'apparentant plus à des méthodes qualitatives, peuvent apporter des informations complémentaires. Nous les présentons tout de suite.